D'abord aux organisateurs de cette conférence. J'ai été épaté par les témoignages vidéo qui viennent de nous montrer. Je suis bien entendu heureux de représenter, de faire un témoignage pour l'un ou l'une exactement des acteurs qu'on vous a montré dans la vidéo. Il s'agit de Victoire Ingabire, qui est en même temps la présidente de la formation politique FDU, que je représente ici. Je n'irai pas très loin dans sa pensée parce qu'elle vous a fait même un très bon résumé de ce qu'elle a enduré et de sa vision sur l'appareil judiciaire rwandais, et même plus loin, dans ce magnifique manuscrit qui est ici, qu'on a eu l'occasion de vous présenter. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Il a profité de sa solitude dans sa cellule pour accoucher sur papier ce qu'elle pensait, ce qu'elle vivait. Donc je vous encourage vivement à vous procurer ce livre. Je pense que ça fait partie de notre histoire. Tout comme d'ailleurs les autres acteurs qu'on vous a montrés, ils font aussi partie de notre histoire. Plutôt peut-être que d'aller dans le détail de ce qui est dans le livre, je vais peut-être vous entretenir de son actualité aujourd'hui. Il s'agit d'une actualité judiciaire. Vous savez que il y a 2 jours, c'est pas 3, c'était vendredi. Vous savez qu'il y avait un procès qui était prévu devant la Cour pénale, plutôt devant la Cour à Arusha. C'est la Cour des droits de l'homme à Arusha. Et après sa condamnation à 15 ans par la Cour suprême rwandaise, il avait exprimé son intention de porter le combat au-delà des frontières de l'appareil judiciaire rwandaise parce qu'il n'avait plus confiance. C'est donc dans ce cadre qu'il avait introduit une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, César Arusha. Bien entendu, ça n'a pas plu aux autorités rwandaises et au début, ils ont fait semblant d'ignorer l'existence de cette plainte, au point que la première fois que son avocat rwandais, Maître Gatera Shabana, est allé la voir en prison, ils lui ont simplement refusé l'accès sous prétexte que son dossier était définitivement clos et que donc l'avocat n'avait absolument rien à faire à la prison. Plus tard, suite aux nombreuses correspondances avec la Cour, le régime rwandais a fini par désigner un conseil, curieusement à la personne du mari de la juge qui avait condamné Victoire en première instance. C'est donc ce mari qui devait aller plaider la cause du gouvernement rwandais devant la Cour. Et puis par après, suite aux mémoires qu'avait présenté la défense de Mme Victoire Ingabire, le gouvernement rwandais a fini aussi par soumettre ses propres conclusions et a même cherché un soutien, ce qu'on appelle en jargon juridique l'amicus curiae, à la personne du Centre national de lutte contre le génocide, qui a aussi soumis ses propres mémoires. Mais par après, usant de plusieurs manœuvres dilatoires, le gouvernement rwandais a cherché à saboter ce procès. Vous avez certainement eu nos communiqués où nous dénoncions l'obstruction que le gouvernement faisait au travail de l'avocat rwandais qui, jusqu'au jour du procès, n'a jamais pu échanger le moindre document avec la cliente à cause de l'obstruction du gouvernement rwandais. À 2 jours
du procès, le gouvernement rwandais a écrit à la Cour pour lui signifier qu'il se retirait purement et simplement du procès en évoquant une clause qui autorise chaque État signataire du... vous savez, on signe d'abord pour adhérer à la Cour, mais on signe un protocole additionnel autorisant les citoyens de son pays à saisir la Cour. Et donc le Rwanda avait non seulement signé les textes créant la Cour, mais aussi le protocole additionnel autorisant les citoyens rwandais à saisir cette Cour. Et donc la manœuvre maintenant consistait à, si on se retire de ce protocole additionnel, on rend automatiquement la Cour incompétente pour juger l'affaire de Victoire Ingabire. Et donc, à un jour des audiences, la Cour a reçu ce courrier du gouvernement rwandais. Malheureusement, techniquement, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur ce courrier, parce que si le Rwanda veut se retirer de ce protocole, c'est à l'OUA, à l'Union africaine, je pense qu'aujourd'hui c'est l'Union africaine, c'est à l'Union africaine de statuer, c'est pas à la Cour. Et donc, malgré les difficultés que nos avocats avaient eues, bon, on s'est rendu à Arusha. Pour la petite histoire, le gouvernement rwandais avait refusé un visa d'entrée à l'avocat hollandaise qui devait passer par Kigali pour discuter avec Mme Victoire Ingabire. Malgré ça, bon, nos avocats sont présentés devant la Cour pour constater simplement que le gouvernement rwandais n'était pas représenté. Mais les audiences ont quand même eu lieu, et donc la Cour a constaté qu'il y avait une requête du gouvernement rwandais qui voulait se retirer, mais comme elle était incompétente, bon, on a quand même écouté les arguments de la défense. Entre autres, c'était sur les difficultés d'accès à la cliente. Voilà, donc on attend que la Cour fixe un autre jour pour les audiences. On attend aussi que l'Union africaine puisse se prononcer, mais techniquement, on voit mal comment, même si le gouvernement rwandais devait se retirer de ce protocole, les décisions ou la décision ne devrait pas avoir des effets rétroactifs. Donc, à supposer que d'ici quelques jours, l'Union africaine donne raison au gouvernement rwandais et que le gouvernement se retire, il devra quand même aller jusqu'au bout du procès. Enfin, c'est ce que nous pensons. Il devra aller jusqu'au bout du procès parce que le procès a déjà commencé et que le gouvernement rwandais a déjà aussi soumis les mémoires et cherché dans le couscouille, ce qui y est une reconnaissance tacite de la compétence de cette Cour. Mais l'acharnement contre Victoire ne s'arrête pas, malheureusement, à cette affaire judiciaire, à ce procès à Arusha. C'est qu'en fait, elle est traitée, je dirais, de façon tout à fait spéciale. Vous l'avez peut-être pas vu sur les images, mais à ma connaissance, Victoire Ingabire est la seule prisonnière, c'est le seul prisonnier que je connaisse, qui a en permanence 3 agents de sécurité autour d'elle. 3. Un du CID, un gardien de prison bien entendu, et l'autre de l'enseignement militaire. 3, toujours 24 heures sur 24 qui sont autour d'elle. Vous savez que même dans sa cellule, pour dormir la nuit, il y a quelqu'un qui doit y aller. Donc, pour dire qu'elle est surveillée 24 heures sur 24. Dernièrement, quand l'ambassadeur hollandaise est allé la voir en prison, il s'étonnait de voir autant de gens qui étaient autour. Il a dit, qu'est-ce qu'ils font là? Elle a dit, Victoire a dit, ce sont des anges gardiens. Ils sont tellement... même à l'église, même quand ils vont pour la célébration liturgique, le dimanche, ils sont autour d'elle. Ce qui constitue aussi, je pense, une forme de torture psychologique pour dire, on est là. Même quand il y a une discussion avec le directeur de la prison, ils sont toujours là. Comme même pour dire que, même avec le directeur de la prison, ils ne savent rien faire. Donc ça aussi, c'est une situation, je pense, qui est très particulière avec Mme Victoire Ingabire. Et comme le disait un de ses avocats, justement, c'est que
tout ce qui touche au dossier de Victoire, tout ce qui touche à ce dossier, je pense, ça provoque des réactions surdimensionnées de la part des autorités rwandaises. Et donc voilà, ça c'est la situation. Je terminerai peut-être par, c'est un message d'espoir, je pense, à ceux qui voudraient bien se procurer le livre. Je vous recommande la page 308 où il est dit elle-même, malgré ces difficultés, je reste la même. Je reste la même. Je ne vous décevrai pas. Je pense que c'est un message venant de quelqu'un, d'une dame qui est enfermée entre les 4000, comme elle dit dans ce livre. C'est un message qui devrait conforter les membres de la communauté, des gens qui veulent, qui tiennent encore à ce qu'il y ait un changement au Rwanda. Je vous remercie.